Laurent Gbagbo, le président Koudou a parlé. On va rapidement revenir ici. C'est quelques extraits que j'ai récupérés pour vous. C'est le premier extrait qui est là. On y va. Je considère qu'il s'agit d'un braquage électoral. Nous tous, on avait déposé nos candidatures parce qu'on croyait qu'il s'agissait d'élections. On croyait qu'il s'agissait d'élections. Waouh! Waouh! Donc ce n'est pas élection. Ok, on y va, on continue. La mesure qu'il s'agit d'un braquage, je ne donne pas l'ordre aux gens d'aller voter. Est-ce que vous leur donnez l'ordre de descendre dans la rue? Or, ceux qui sont dans la rue, est-ce que vous leur donnez l'ordre de descendre dans la rue? Ah, ceux qui sont dans la rue, je m'arrête là. On peut haïr Keïta, on peut détester Keïta. Mais qu'est-ce que Keïta vous a dit? Keïta vous a dit, Gbagbo ne donnera jamais l'ordre de descendre dans la rue et affronter les forces de l'ordre. Mais il soutiendra toutes les actions dans ce sens. Est-ce que je l'ai dit? Ou bien je ne l'ai pas dit? Évidemment que je l'ai dit. Pour ceux qui sont nouveaux sur peut-être notre chaîne, Keïta est celui qui anticipe. Il n'est ni prophète, ni pasteur, ni imam, ni prédicateur, mais dans son domaine, il reste le meilleur. J'ai dit, il ne va pas donner l'ordre, mais il va soutenir. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. je le soutiens. Ça, il ne faut même pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Ok. Ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. C'est dangereux. Oui, mais c'est mon point de vue. C'est dangereux. Oui, c'est mon point de vue. Pourquoi c'est dangereux? Parce que on nous a habitués à réfléchir comme le petit idiot de l'homme blanc. Vous ne devez pas contester. Vous ne devez pas protester. Vous devez subir. Vous devez accepter. Waouh. Ah, comme il est meilleur là, faut prendre cause de ta maman pour lui donner à des choses. Vous lui allez dire ça. Faut prendre cause de ta maman bâtard que tu es. Il y a un beaucoup de va voir ta maman et puis tu sors de mon direct. Voilà. Donc on continue. Mais vous ne les appelez pas à descendre dans la rue. Non. Mais ceux qui descendent dans la rue pour protester contre ce, Ok. je considère qu'ils sont... Maintenant, ça c'est pour nous, Gbagbo Laurent. Ça c'est important. Deuxième élément, écoutons ceci. Mais ceux qui descendent dans la rue pour protester contre cette manière d'envisager les élections, je les soutiens. Je suis avec eux. Alors, Monsieur le Président, Gbagbo Laurent dit, je les soutiens, je suis avec eux. On peut se poser multiples questions. Au regard de son passé, au regard de son parcours politique, il reste, Gbagbo Laurent, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il reste un monument de la politique africaine, une référence pour beaucoup de jeunes gens. Ceci n'est pas une élection, c'est un braquage électoral, c'est un coup d'État civil. Le viol de la Constitution, la manipulation, le mensonge. Et ce qui est fondamentalement vrai. Quand vous regardez de près toute cette campagne, moi-même j'ai été étonné, quelque chose m'a beaucoup surpris. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Est-ce que vous avez constaté que beaucoup de meetings politiques étaient faits dans des salles? Oui. Beaucoup de ces meetings-là étaient faits
dans les salles. Souvent même, c'était pas des salles, souvent c'était des bâches. Ils mettaient les gens de bâches VIP là, les bâches blanches VIP là, et puis ils font dedans. J'ai dit, ah! Campagne qui doit être effervescence, campagne où les gens doivent sortir, campagne où vous dites, mais pourquoi c'est dans les bâches, enfin sous les tentes, les bâches, vous allez faire vos trucs. Et puis, les caméramans ont reçu des instructions et des ordres clairs et fermes. Filmez, mais faites attention, ne montrez pas qu'il n'y a pas du monde, sinon, vous allez perdre votre boulot. Filmez, mais filmez bien. Filmez de sorte qu'on puisse croire qu'il y avait du monde. Filmez de sorte qu'on puisse voir qu'il n'y a pas. Il y a beaucoup de bâtards, des cadres là, il faut aller demander ça à ta maman, bâtard que tu es. Donc, ce qui est fondamental, c'était sous des bâches blanches que les gens faisaient campagne. Et puis, ce n'est pas tout. Gbagbo Laurent n'a pas son nom inscrit sur la liste électorale. Pourquoi les gens allaient dans les marchés, dans les villages, et puis on présente Gbagbo Laurent comme un criminel, un assassin. S'il vient au pouvoir, vous les Djoula, il va vous tuer. Vous les Djoula, il va vous chasser. Vous les Djoula, vous n'allez plus porter boubou. Vous les Djoula, vous n'allez plus prier. Et à faire des prières là même, posez-nous une question. Vous croyez que c'est la prière qui amène quelqu'un au paradis? C'est ce que Dieu vous a dit. D'accord, petit bâtard que vous êtes. Passez vos vies de minables à prier. Et forniquer, mentir, voler, tuer, escroquer. Et puis aller prier. Dieu même sera pressé même de vous envoyer dans votre tombe. Dès l'instant où vous mourrez, vous allez voir les flammes de Dieu dans votre tombe. Vous croyez que c'est aller prier, ça suffit? Pour mériter le pardon de Dieu? Ah bon? C'est ce qu'on vous a dit? Voilà des idiots qui se disent musulmans, alors qu'on dit à 5 piliers. Mais attention, 5 piliers, il y a 2 piliers qui sont cassés, 3 piliers qui sont cassés. Tu as justifié ça comment? Vous êtes musulman, mais vous mentez. Vous êtes musulman, mais vous volez. Vous êtes musulman, mais vous trompez. Vous êtes musulman, vous trahissez. Mais tout ça, c'est des choses qui sont prohibées. Donc, tu ne peux pas plaire à Dieu et puis faire le contraire de ce que Dieu te demande. Hein? Donc, ce qui est fondamental ici, Laurent Gbagbo, il présente une situation chaotique. Et intelligemment, il dit aux jeunes de Côte d'Ivoire, j'ai mené le bon combat depuis toujours, j'ai fait la clandestinité, j'ai lutté pour qu'il y ait ce qu'on appelle multipartisme, que beaucoup confondent avec la démocratie. Le multipartisme, c'est la pluralité politique. Ce n'est pas la démocratie. Si la pluralité politique ne peut pas s'exprimer librement, sans être effrayée, il n'y a pas de démocratie. Donc, il faut qu'on se comprenne bien. Gbagbo Laurent a présenté une situation, une scène aux jeunes gens. J'ai fait ce que je devais faire et j'ai fait ce que j'ai pu devoir faire pour mon pays. Maintenant, je vous laisse ce pays. Faites le bon choix comme je l'ai fait. J'ai été emprisonné. J'ai été bastonné. J'ai connu l'exil. Je suis passé à maintes reprises à côté de la mort. Mais je suis là aujourd'hui debout et je porte encore les séquelles de cette lutte que j'ai menée. Mais ce qui m'a marqué, ce qui m'a plu, il dit, quand on va finir la comédie ici, là, je vais aller voir le président Assimi Goïta, je vais le saluer et serrer la main du président Assimi Goïta et dire au président Assimi Goïta, tu es sur le bon chemin. De là, je vais voir le général Tiani, je vais serrer la main du général Tiani et je dirai au général Tiani, tu es sur la bonne voie. Et ensuite, j'irai voir le capitaine Ibrahim Ibé et je lui dirai,
tu es véritablement le digne héritier de Thomas Sankara et de tous les vrais panafricains. Je vais faire le tour de l'AES parce que ces pays-là méritent soutien et encouragement. Je vais le faire. Et j'irai voir dans chaque capitale. Vous croyez que Gbagbo vient voir Assimi Goïta? Et puis moi, je vais m'asseoir là. J'attends que Gbagbo arrive demain matin. Je suis à l'aéroport là-bas. Il reconnaît le combat qu'on mène, c'est pourquoi nous le soutenons. Je vous ai dit que ce combat, je le fais, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'AES. Et la réponse de Gbagbo Laurent à la question de Alain Foka me conforte dans ma position. Pour dire que je suis en train de mener le bon combat quand je m'attaque à Ouattara. Il y a encore des petits bâtards qui n'ont pas compris. Les Daniels ratés là. Venez écouter Keïta. Jusqu'à votre petite vie de merde. Une fin pathétique et pitoyable. Vous ne serez rien. Quand vous venez vous regarder Keïta, vous croyez que nous sommes même chose? Alors, donne-moi une seconde, hein. Donne-moi, je vais lire un petit truc ici. Vous savez, les Daniels, faut les laisser. Regardez un peu la gloire et la puissance de Dieu, comment je rayonne. Au-delà de mes 50 ans, je dis pas combien, je laisse toujours les gens dubitatifs chercher. Mais le jour que tu vas approcher l'âge que tu es petit bâtard de merde, tu regardes ton visage, tu vas te regarder dans une glace, et puis tu regardes Keïta, tu dis, le gars là, je l'ai détesté, mais je ne peux pas approcher. Lui là, vraiment, il est bon. Il y a beaucoup de dés, dans un dé, tu me regardes les mêmes choses. Idiot que tu es. Venez. Vous avez raté votre vie. Vous avez raté le virage de votre vie pathétique et pitoyable. Je m'en fous que tu aies 55 ans, 70 ans. Tu regardes Keïta, petit bâtard de merde, tu sauras quoi en te cligner. Il faut me regarder, idiot que tu es. Il faut bien me regarder. Attention, quand je fais direct là, je suis arrêté, je suis pas assis. Je suis arrêté. Si c'est 2 heures, 3 heures sur mes pieds, je suis arrêté. Et puis la gloire est là. La beauté est là. La grâce est là. La faveur est là. C'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire. Comment vous dites ça même? Thym, cacao, mais thym ciré, quelque chose comme ça là. On avait un langage au collège. Il faut me regarder. Idiot que tu es, derrière ta gueule pourrie là. On continue. On sait qu'il y a quelques semaines, le 11 octobre exactement, vous avez appelé les populations à marcher contre ce 4e mandat que vous dénoncez avec force. Quelques personnes sont descendues dans la rue, on va dire qu'il y avait fou. Est-ce que c'est le mode de protestation qui va se poursuivre contre ce scrutin que vous considérez comme un braquage? Je vous ai dit Ok. que ce n'est pas une élection qui se prépare, mais que c'est un braquage électoral. Quand on fait la politique, la lutte, Maintenant, on revient ici. On va écouter la suite. Vous avez appelé les populations à marcher contre ce 4e mandat que vous dénoncez. dans une telle situation, on proteste. Et on appelle ses amis à protester avec soi. Le Front commun a appelé à une marche. Écoutez bien. Le 11 octobre. 2 jours avant, on interdit la marche et on fait un déploiement énorme de FDS, forces de défense et sécurité. Évidemment, la nature de la manifestation change avec ces deux faits, l'interdiction et le déploiement des FDS. Parce que ceux qui viennent
Ils ne viennent plus marcher. Ils viennent se battre. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors donc, situation, on peut. il dit, j'espère que vous me recevez sur les deux sans problème, parce que j'ai un logiciel ici qui me fait un petit truc, je suppose que voilà, ça marche, j'espère que ça va. Alors, Gbagbo Laurent est clair, Gbagbo Laurent est précis, et Gbagbo Laurent ne tourne pas dans le dos de la cuillère. Il marche pas les mots. Il dit, nous avons appelé à protester et il y a eu un déploiement massif des FDS. Bien entendu, forces de défense et de sécurité. Mais en Côte d'Ivoire, en réalité, c'était pas tant que ça les FDS, mais il y avait beaucoup de badauds qui étaient habillés en tenue de policiers. On a vu l'idiotie, la bêtise humaine, ces idiots. Vous savez, quand souvent les gens sont habillés en tenue, ils oublient ces petits bâtards-là que c'est quelqu'un qui a payé cette tenue. Quand tu as passé concours de police, est-ce qu'on t'a dit d'aller au marché puis aller acheter ta tenue de policier là pour venir porter? Rangers tu portes là, pistolet tu as là, ce sont des dotations. D'accord? Tu as passé au concours. C'est parce que des gens étaient là pour payer taxes, impôts, tout ce que vous connaissez. Donc, il y a eu des prélèvements. Et ce sont ces prélèvements-là qui ont permis non seulement de mettre sur pied des écoles pour assurer votre formation, des enseignants pour les payer, vous-même pour payer votre tenue, vos chaussures, vos armes. Et toi, tu viens, tu ne veux même pas que ce que je porte. C'est-à-dire que les gens n'ont même pas cette décence morale-là. Pour dire, si j'ai ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a financé. Donc, quand c'est ta maman et son kojo, c'est la bâtard là, il y a beaucoup de kafkara, beaucoup de jutagata bâtard que tu es. Donc, on va continuer. Donc, quand vous réfléchissez, vous dites, c'est moi qui ai payé ça, c'est moi, et puis vous regardez quelqu'un, parce que cette culture, nous ne l'avons pas encore suffisamment en nous, en Afrique. On n'est pas suffisamment bien instruit pour comprendre que le policier, le gendarme, le militaire, les eaux et forêts, les douaniers, et puis encore, je ne sais pas s'il y a autre, que c'est nous qui payons leur formation avec nos impôts, nos redevances, nos taxes. Et souvent, l'idiotie africaine fait même que tu es obligé de soudoyer le fonctionnaire que toi-même tu as financé ses études. Le fonctionnaire que toi-même tu as payé sa voiture de service. Le fonctionnaire que toi-même tu payes la location de sa maison. Tu vas le soudoyer encore pour que lui te rende un service. Alors que c'est toi qui as payé sa formation. Est-ce qu'on en est arrivé à ce niveau de compréhension? Pas du tout. Il faut que, c'est pourquoi moi, de tous les présidents de ce grand monde, s'il y a quelqu'un que je respecte, que j'admire, sans créer de polémique, c'est bien entendu le capitaine Ibrahim, qui a compris le béaba. Il sait qu'un peuple mal informé est une menace. Donc, il faut informer le peuple. Et lui, aujourd'hui, au Burkina, tu peux pas te permettre de faire certaines choses parce que le peuple sait aujourd'hui que c'est lui. Quelque chose que le peuple ne savait pas. Parce que on essaie de nous faire croire que, ah, il est tellement bon, ah, il a fait, ben, idiot, là, si tu es bon, école où tu es allé t'asseoir tes deux fesses, là, c'est mon argent, c'est mon impôt, ce sont mes taxes. Ça, là, tu n'as pas compris. École où tu es allé, c'est ton papa qui a construit ça pour garder, quand tu as fini, tu es allé t'asseoir, non, c'est nous tous notre argent. Tant qu'on n'en arrivera pas à ce niveau-là. Parce que la véritable démocratie, c'est d'abord la formation. La démocratie véritable, c'est la connaissance. Je dis bien, ce n'est pas autre chose, c'est la connaissance. La véritable démocratie, c'est la connaissance.
Parce que c'est cette connaissance qui te permettra de comprendre le fonctionnement de ton pays, le fonctionnement de l'administration, le fonctionnement de la justice. Et étant bien informé, tu sais que l'officier de la police judiciaire qui est en face de toi, il travaille pour rendre justice. Mais il ne travaille pas pour que toi tu viennes le soudoyer pour rendre un mauvais jugement. Non. Pourquoi on dit il faut combattre la corruption dans les pays africains, dans les pays pauvres? Parce que notre mentalité est pauvre. La pauvreté de notre mentalité nous pousse à payer celui que nous avons déjà financé sa formation. On va encore lui donner l'argent pour qu'il nous rende service. Et Allah, si c'est pas l'ignorance, si c'est pas l'analphabétisme, si c'est pas ça, le nom comme ça, là, je n'ai pas le nom. J'ai pas un nom pour ça. Mais curieux, croyez-moi, les idiots du RHDP sont bien placés dans la logique de ce que je suis en train de dire. Quand vous voyez un PD comme Touré Mamadou, un voleur comme Touré Mamadou, un minable comme Touré Mamadou, j'allais oublier. Attendez, je vais voir. Il y a un petit truc de Touré Mamadou que je vais voir si je peux vous faire écouter. J'espère que vous allez apprécier, d'accord? On va écouter ça d'abord. Écoutons ça d'abord. Toi, tu vas me fatiguer, pardon, faut me laisser. On va revenir ici. On va écouter ça d'abord. Oh là là, dans mes secondes, Quand on empêche les autres de s'exprimer. C'est ce qui provoque des tensions. Quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. C'est ce qui provoque des tensions. Quand on confisque les médias d'État. C'est ce qui provoque des tensions. Quand on empêche les autres de s'exprimer. C'est ce qui provoque des tensions. Quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. C'est ce qui provoque des tensions. J'ai pas fini, hein. Je vais vous ramener ici et pas en continuer. Parce que pour moi, c'est important de... Attendez, hein. Ici, ça, on va écouter ça. You join the transitional government. I have not been asked to join the transitional government. I have been Prime Minister. I have been acting president. Bon, excusez-moi, vraiment, son anglais est catastrophique. Son anglais est très dangereux. Son anglais est mortifère. Son anglais, c'est comme une bombe atomique. Je sais pas, avec ça, il a un PhD, je sais pas, excusez-moi, mais vraiment. Mais on va accepter ça comme ça, d'accord? Pour les besoins de la cause, on va accepter ça comme ça. My wish is to help my country go through the transition and obtain the best in terms of democracy and development. Ah, c'est français, Did you know that would take time before it happened? No, not at all. Certainly not. There is nowhere this could be known. Ah And ouais! we ask that this is not a coup d'etat. Oh! This is a revolution supported by all the Ivorian people. Eh! The people Ah! Allah dit Nyamokuji, pop! Bon, on va arrêter le massacre, hein. On va arrêter le massacre, ça n'en vaut pas la peine. Allah dit Nyamokuji, eh! C'est pas vrai, mais c'est pas fini, hein. On va revenir, hein. On va ici, ok, on va écouter ça aussi. Quand vous annoncez solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, Mais, l'élection présidentielle, quand il disait ça, le jour où il disait ça, quelque temps après, nous sommes sortis. J'espère que vous me recevez. Est-ce que vous me recevez? Ici, au niveau de YouTube, là, vous me recevez?
Donc, une seconde, YouTube, je vais rapidement, je ne sais pas si le volume passe bien. YouTube, est-ce que le volume passe bien? Ça passe? Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Ok, si ça passe, il n'y a pas de problème. Alors, quand il tenait ce discours, il avait un objectif parce que il avait déjà tué Amadou Gon Coulibaly. Keïta, Fatih Sagana, toi tu vois, Amadou Gon Coulibaly était déjà mort. Quand Ouattara tirait ça. J'avais fait une intervention sur Amadou Gon Coulibaly avant qu'à l'époque, Chris Yapi même a disparu. Chris Yapi, tu allais où? J'ai dit à Chris Yapi, si tu ne veux pas nous aider dans notre combat là, pardon, il faut sortir dedans. Au moment où on a plus besoin de Chris Yapi, on ne le voit pas. Ciao! Ils l'ont court-circuité. Alors, pourquoi il a tué Amadou Gon Coulibaly? Quand Amadou Gon Coulibaly a reçu la transplantation cardiaque, son cœur, on lui a dit fais attention, mais c'est pas évident qu'il aille au-delà de 4 ou 5 ans. S'il est trop surchargé, il va pas excéder. Mais il y a de fortes probabilités qu'il puisse aller au-delà. Et quand Gon a oublié que c'est Dieu l'Éternel qui détient son souffle, Gon, vous savez, la loyauté de Gon envers Ouattara, Ouattara a fait tout pour faire de Gon Coulibaly son esclave. Gon Coulibaly aimait plus Ouattara que Dieu l'Éternel lui-même. Gon Coulibaly aimait Ouattara plus que sa propre famille, sa propre mère. Mais le jour où j'ai interpellé sa petite femme, la mère d'Adiama, Fatim Baba, évidemment, elle était mariée, je crois qu'elle était deuxième ou troisième femme de Gon, ils avaient des enfants, je crois qu'ils ont eu une fille ensemble. Elle, c'était mariage coutumier, mais c'est la première femme de Gon qui était mariage civil. J'ai dit, il faut parler à ton mari, sinon c'est un cadavre. Ta fille, là, elle sera veuve bientôt, elle sera orpheline bientôt. Elle n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté. J'ai dit, continuera nulle part avec ça. Et la grande gueule de Gon Coulibaly, c'est la même bêtise que son fils, ténébrement, il est en train de faire. Nous, on n'est pas pressés. On dit, il n'y a pas élection, mais déjà, aujourd'hui, c'est vendredi, il y aura une élection. Ils ont déjà fait la clôture des campagnes. Vous avez vu Gon Coulibaly, il a fait campagne. Il dit Gon Coulibaly. Vous n'avez plus de volume? D'accord, je vois. Et si les autres non, ok. Je vais gérer ça tout de suite. Alors, le son il est venu, le son est revenu, il n'y a pas de problème. Le son est revenu. Donc, quand je répète encore, une seconde, je vais bien calibrer le son au niveau de YouTube là. Non, une seconde. Donc, je vais rapidement. Permettez-moi, je vais vite fixer la question de YouTube et puis on va avancer. Voilà, c'est bon. Alors, comme je disais, le son est bon, c'est bon. Alors, quand nous avons interpellé, on nous a pas écouté. Il avait déjà tué Gon Coulibaly, il avait déjà épuisé Gon Coulibaly. Gon Coulibaly était fatigué, Gon Coulibaly était perdu. Il a commencé à dire n'importe quoi. Les chutes, il tombait. Même quand il est revenu de ce que vous connaissez, j'ai dit, Gon, tu te fatigues. Tu ne seras pas. Il t'a choisi, c'est pour défier Dieu. La même chose que j'ai dit à Gon, je vais le dire aujourd'hui. Alassane Ouattara, tu ne peux pas défier Dieu. Déjà, le monde sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que cette élection, déjà, nous savons que ce n'est plus une élection. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Alassane Ouattara, tu seras frappé et le bâton de l'Éternel va te visiter. La colère de l'Éternel va te visiter parce que ce mandat, tu ne le feras pas. Tu peux forcer, mais tu ne vivras pas assez longtemps pour parler de ce mandat. Regardez ici, c'est là où je vais vous amener.
pas un dictateur. Donc on passe à quelqu'un qui veut faire un 4e mandat anticonstitutionnel. C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025. Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais pour moi. Alors vous voyez cette malhonnêteté-là. Quand Dieu entend ça, c'est un sacrifice que je fais. Quel est ce sacrifice? Idiot, menteur, corrompu, voleur et assassin. Quel sacrifice? Tu es assis sur un pactole de plus de 340 milliards chaque année et tu ne parles de sacrifice? C'est le capitaine Ibrahim qui fait un sacrifice parce que en tant que président, il continue de recevoir son salaire de capitaine, pas plus, pas moins. Toi, tu ne parles de sacrifice? Sacrifice? Pendant que le peuple végète, tu as un budget de 300... Attention, quand je dis 340 milliards, ne mélangez pas tout. Hein. Les 340 milliards, c'est uniquement pour Alassane Ouattara. Personne ne connaît le budget de la présidence, le budget de fonctionnement de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Personne ne connaît. Personne ne connaît le budget de la résidence présidentielle, c'est-à-dire sa maison qu'il a transformée pour en faire une résidence présidentielle. Personne ne connaît le budget qui est englouti là-bas. Personne. Si il a multiplié le fonds souverain de 80 millions à 340 milliards, pardon, de 80 milliards, Oufoué c'était 60 milliards par an. Bédier c'était 80 milliards par an. Babo n'a pas changé. Gueye n'a pas changé. Mais lui, il a multiplié par 4. Sinon c'est plus que ça, non? Lui c'est 440 milliards chaque année. Attention, ça a été prouvé. Ça a été prouvé. C'est-à-dire, ils ont grignoté dans pratiquement un peu partout pour mettre les 340 milliards. Donc, le budget de fonctionnement de la présidente, attention Ivoirien, il y a autre chose que je vous ai pas dit. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas une seule présidence. Je vous en prie, écoutez très bien ce que je vous dis. Voilà pourquoi, jeune de Côte d'Ivoire, après je vais venir avec la technique que je vous ai donnée avant-hier, je vais amplifier. Le budget de la présidence, il n'y a pas une seule présidence en Côte d'Ivoire. Ça, on oublie de vous le dire souvent. Il n'y a pas une seule, il y a 2 palais présidentiels en Côte d'Ivoire. Je répète, il y a 2 palais présidentiels en Côte d'Ivoire. Et je mets n'importe qui au défi. Je viens, palais présidentiel. Attendez, hein. Je viens, palais présidentiel. Je vais vous sortir d'abord l'image du palais présidentiel, le premier palais présidentiel. Palais présidentiel, voilà, ivoirien. Alors, pardon, laissez à faire des yam sokoro là. On est. Alors, voilà, ok, toutes les images sont là. Je vais vous montrer les 2 palais présidentiels. Ça, c'est le premier palais présidentiel que la Côte d'Ivoire loue avec la France. Oh là là, ça met. Ça, c'est quoi ça même? Attendez, hein. Je vais ouvrir, ok. Je vais ouvrir et puis on va regarder. Voilà, c'est bon comme ça. Voilà. Ça, c'est le premier palais de la Côte d'Ivoire. Celui que Oufoué, voilà, le palais construit par la France et que la Côte d'Ivoire loue chaque mois. Ça. Nous tous, moi j'y ai été. On connaît tout ce truc-là. D'accord? D'accord? Il y a des bâtards de Seydou Sangari ou des direct il a bâtard que tu es. Bâtard, la fois les 17 à maman, ils sont coup de sel. Donc vous voyez ça là? Vous voyez ça? Ça c'est le premier palais. Le palais construit par la France coloniale et loué par l'État de Côte d'Ivoire depuis l'époque de Foy. Ce palais-là, jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire loue ça. Je vous en prie, ne croyez pas que ça appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Si quelqu'un vous a dit que ça appartient, c'est faux. La Côte d'Ivoire continue de louer ça à la France. Voilà l'ironie du sort. Donc, regardez bien ce palais. Ok, ça, c'est le premier palais. Maintenant, le deuxième palais, celui que Ouattara a construit, qui, logiquement, n'était pas, voilà, ce palais-ci a été fait pour, logiquement, c'était pas un palais, d'accord? C'était, oh là là, voilà ce qui m'énerve dans ces histoires de bêtises là. Voilà. Bon,
m'emmerder. Sortez-moi. Attends, je sors ici. Alors, c'est ce palais-là qui est là. Ok, je reviens encore. Permettez-moi de vous faire voir ce palais en grand. Voilà. Alors, ce palais, donne-moi une seconde, c'est pas cette forme-là que je veux. Ce palais, voilà, ici c'est encore mieux. Voilà, permettez-moi. Voilà. Voilà, c'est bien. Voilà. Vous pouvez voir ça. Voilà, on va agrandir ça. Voilà le palais que Ouattara a construit. En fait, Gbagbo avait commencé ça. C'était un musée. Ça, c'était un musée. C'était un musée pour tous les présidents, à commencer par Houphouët, tous ceux qui ont gouverné la Côte d'Ivoire. Ceci devait servir de musée pour les présidents ivoiriens. Ça, c'est, regardez l'architecture, comment c'est futuriste. Et ça, c'est Gbagbo Laurent qui est venu avec. Donc, Ouattara, quand il est arrivé au pouvoir, il a parachevé parce que c'était pratiquement fini. Gbagbo s'était vraiment employé, a très bien fait. Donc, c'est pratiquement fini. Donc, quand Ouattara est arrivé, Ouattara, il était à l'autre côté, il est à l'autre côté, il fait conseil des ministres là-bas, mais son vrai bureau se trouve ici. Ça, c'est ici. Donc, souvent, tu ne sais même pas où se trouve Ouattara. Est-ce que Ouattara se trouve dans le premier palais ou il se trouve ici? Alors, ces deux palais sont à la charge des Ivoiriens. Ouattara pense que les Ivoiriens sont des idiots. Ouattara pense que les Ivoiriens sont des imbéciles. Ouattara pense qu'il faut les exploiter jusqu'au sang. Sinon, quel président, avec un pays aussi pauvre que la Côte d'Ivoire, arrêtons de se blaguer. La Côte d'Ivoire, locomotive de l'économie de l'humour. Ah bon? Si tel était le cas, pourquoi la Côte d'Ivoire est à 35, on dit 35 000 milliards, mais c'est plus que ça. On s'en fout, 35 000 milliards. Et ils jonglent avec les chiffres. Ça, c'est leur problème. Mais le quotidien des Ivoiriens est largement suffisant. Est-ce que les Ivoiriens mangent à leur faim? Est-ce que les Ivoiriens sont contents? Est-ce que les Ivoiriens, on peut se poser autant de questions. Si on n'est pas moralement décadent, je dis bien, si on n'est pas moralement décadent, quelle personne douée de bon sens peut se permettre une telle folie, une telle gabegie, pendant que des Ivoiriens végètent, crèvent de faim, et toi, tu vis dans un luxe inimaginable. Ce monsieur vit dans un luxe même plus que Donald Trump lui-même. Plus que le roi même. Attention, ne dites pas au roi d'Arabie Saoudite, il a tout, oui, il a tout. Mais le roi d'Arabie Saoudite ne se permettra jamais de faire des bêtises que Ouattara fait. Donald Trump, malgré qu'il soit milliardaire, ne se permettra jamais de faire les bêtises que Ouattara fait. Je vous donne pour exemple. Le Qatar a donné le plus gros Boeing, on appelle un palais volant. Un Boeing que le Qatar a acheté, et à l'intérieur, tout est or massif. En fait, c'était pour, je sais pas, pour eux là-bas. Quand Trump est venu au pouvoir, ils ont décidé de donner cet avion, puisque Trump se plaignait de l'actuel Air Force One. Il dit, c'est déjà l'avion, je crois, l'avion fait déjà 40 ans. Il dit, c'est vieux, il faut déjà le changer. Mais le prix que Boeing, je crois, c'est Boeing, le prix que Boeing a proposé, c'était trop. C'était trop. Et Trump dit, il paye pas ça. Le Boeing a trop surfacturé, parce qu'ils sont habitués à faire ça, parce que c'est le président américain, il faut surfacturer. Il dit, il paye pas. Donc, c'est là, le Qatar a dit, si c'est comme ça, nous, on a un avion, on vient d'acheter, on peut te donner ça. L'avion est déjà pay off, everything, on te donne cadeau. Mais alors que dans la Constitution américaine, le président n'est pas supposé recevoir un cadeau d'un certain montant. Sinon, ça devient ce qu'on appelle, ils appellent ça la corruption. Et puisque l'avion coûte cher, donc Donald Trump, il a accepté le don, et puis automatiquement, il en a fait cadeau au Pentagone. Donc le Pentagone va l'utiliser comme son avion. Ils vont changer, ils vont tout mettre dedans, faire de ça vraiment un centre opérationnel pour le Pentagone. Au moins, Trump a réfléchi, il a pensé au bien-être des Américains. Ouattara a quoi? Deux Airbus, 2 palais présidentiels, combien d'hélicoptères, pendant que des Ivoiriens mangent difficilement,
pendant que des Ivoiriens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, Gbagbo Laurent, le combat qu'il a mené, c'est contre ça. Et ce 4e mandat, c'est contre ça. Parce que les Ivoiriens ne comprennent pas ce qui est en jeu par rapport au 4e mandat. Ce qu'on a caché et ce qu'ils refusent que enfin, je sais pas trop comment vous le dire, le 4e mandat, il y a trop de choses qui sont cachées. Et quand le président Gbagbo vient et puis il parle, il sait de quoi il parle. Le président Gbagbo sait très bien de quoi il parle. On va écouter encore Ouattara ici. De 2010. Mais à la fin, là, c'est Gbagbo qui a signé son papier pour l'autoriser à être candidat. Moi, le plus grand mal que je lui ai fait, c'est de signer un papier l'autorisant à être candidat. C'est le plus grand mal que je de 2010. Mais à la fin, là, c'est Gbagbo. Maintenant, on n'en a pas fini, hein. On revient encore. Alors donc, on va écouter ça aussi. Vous affirmez que l'alternance ne se décrète pas, elle se gagne dans les urnes, mais quand des figures comme Gbagbo ou Thiam sont Ça, vous allez expliquer vos mots d'ordre là-bas plus tard. Mais est-ce vraiment un choix libre pour les électeurs? Écoutons bien. Hein. D'abord, il faut sortir du débat des personnes. On le dit, on le répète, assassin. Il faut sortir des débats de personnes. On lui est malfata bi. On est malfata Alassane Ouattara de Wardama 25 millions chaque mois. C'est pas personne. Il y a Moukode, Dangade, Daniel Touré Mamadou. Ça, c'est pas débat de personnes. Qui a dit, je vais mélanger la Côte d'Ivoire. C'est pas Alassane Ouattara. C'était pas question. Ivoiriens, vous savez, nous rappelons les faits. L'histoire est avec nous, la vérité est avec nous. Nous nous ayons présent pour Laurent Gbagbo pour dire, le choix vous appartient. Il a dit, je ne vous dirai pas de descendre dans la rue, mais je soutiens tout ce que vous allez entreprendre et je serai avec vous. Ça veut tout dire. Et Gbagbo Laurent, il a sacrifié sa vie politique. On ne vous l'a pas dit. L'interview avec Alain Foucault, Gbagbo Laurent s'est sacrifié. Keïta, ça là on comprend pas. Comment Gbagbo Laurent s'est sacrifié? Après cette interview, ou pendant cette interview, il a été clair, il est venu préparer à cette interview-là. Après cet entretien, et pendant cet entretien, il a décidé de prendre sa retraite. Vous l'avez vu partout, les gens en parlent. Mais Gbagbo n'a pas pris seulement sa retraite. C'est ce qu'on nous dit. Il a pris sa retraite. Non. Gbagbo est venu, jeune de Côte d'Ivoire. Il sait que, en disant, je vous soutiens, il sait que politiquement, c'est un suicide. On ne vous a pas dit. C'est ici. Le seul qui décortique sans filtre. Gbagbo Laurent attendait tout le monde, mais il était assis dans son petit fauteuil avec sa petite femme Nadi. Il dit, Nadi, ton frère n'a pas encore parlé. J'attends que ton frère parle. Elle dit, mon Gbagbo, c'est clair, Keïta n'a pas encore parlé. Il dit, c'est le seul qui sera capable de rentrer dans ma tête et expliquer aux Ivoiriens ce que j'ai fait. Parce que je me suis sacrifié, mais les hommes ne l'ont pas compris. Gbagbo s'est sacrifié. Gbagbo s'est sacrifié. Si vous ne le savez pas. Je m'excuse un peu. Bon, je vais arrêter le direct. On va pas possible.
Alors, le président Gbagbo s'est sacrifié. Faut pas qu'on va se blaguer. Il s'est sacrifié. Vous savez, les gens ne savent pas ce que ce monsieur a vécu. Ils n'ont pas une idée de ce qu'il a fait. Donnez-moi une seconde, je vais enlever les trucs là. Donnez-moi une seconde. Sortir devant les personnes. Au Sénégal, M. Sonko avait été empêché de se présenter aux élections. Mais M. Diomaye est devenu président de la République. Et donc, parce que le PASTEF a choisi donc d'aller aux élections, a choisi le processus électoral. Le PASTEF n'a pas fait ce que ses opposants font en Côte d'Ivoire. Donc, M. Laurent Gbagbo n'a pas été exclu. Bâtard dernière 1000 fois, bâtard jusqu'à ta dernière génération, maudit que tu sois, enfant de paix, des bâtards, Touré Mamadou, tu sais de quoi tu parles? Tu parles de PASTEF, tu parles de Sonko, tu parles de Diomaye, idiot que vous êtes. Est-ce que Macky Sall était en face d'eux? Avec ta gueule pourrie. Macky Sall était en face d'eux? Est-ce que Macky Sall était candidat? Est-ce que Macky Sall était candidat? Macky Sall n'était pas candidat. Un bâtard comme ça, il veut faire une comparaison. Et ça, c'est Charles Blé Goudé qui a mis ça dans la tête des gens. C'est pourquoi Charles Blé Goudé, ce que Dieu réserve à Blé Goudé, je prie. Il va le regretter, Charles Blé Goudé. Il va le regretter, Charles Blé Goudé. Parce que s'il y a un manipulateur corrompu, c'est cet idiot de Charles Blé Goudé, ce farceur et ce manipulateur corrompu. Et il y a beaucoup d'étudier ce que font les opposants. Il y a beaucoup de bâtards de Touré Mamadou, dernière, toute ta famille. Est-ce que Macky Sall était candidat face à Sonko? Est-ce que Macky Sall était candidat face à Diomaye? Macky Sall n'était pas candidat. Il y a beaucoup de... Pourquoi Ouattara n'a pas été candidat en 82? Pourquoi Ouattara n'a pas dit je vais pas? Mais nous allons soutenir quelqu'un. Ouattara n'a jamais voulu soutenir quelqu'un. Il a voulu être lui-même candidat. Ce bâtard de Touré Mamadou qui a voulu provoquer une guerre civile en Côte d'Ivoire en 1993. Juste après la mort d'Oufé, c'était qui? Ouattara. C'était Ouattara. Je vous permettrai de... Je vais vous ramener un peu légèrement en arrière, vous allez comprendre tout de suite. Donne-moi une seconde, hein. Juste une petite seconde. Parce que vous avez besoin de voir ça. Il a parlé de Macky Sall, non? J'espère que vous allez pouvoir écouter ça. Voilà, on va écouter ça. Voilà. Donc, je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Le même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. Okay. C'était... Mais malgré ça, Alassane Ouattara il a essayé de passer par tous les moyens pour court-circuiter la Constitution et Bédié. Donc, le braquage électoral et ce coup d'État constitutionnel, ce coup d'État civil dont parle Laurent Gbagbo, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ouattara n'a jamais respecté la loi, je l'ai toujours dit. Ouattara n'a jamais été pour la loi, il n'a jamais respecté la loi. Alors quand des bâtards fils de PD, des gens comme Touré Mamadou venaient raconter sa vie de merde, un voleur fils de pauvre qui n'a jamais rien fait, c'est pas dans la politique que tu as eu l'argent. C'est pas la politique. Vous avez tellement volé maintenant que tu es devenu joufflu, tu es devenu suffisant. C'est pas dans la politique que tu as volé pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Mais voilà ce que Ouattara faisait en 1993. L'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation à complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. Ah bon, d'accord. Ça, c'est Ouattara. Le Conseil constitutionnel, eh bien,
là aussi, je me suis opposé. Oui. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. Ok, merci, merci au président, merci au président, ancien ministre Fologo. Voilà qui est Alassane Ouattara. Et c'est pourquoi, jeune de Côte d'Ivoire, Gbagbo dit, il faut se battre. Il s'est sacrifié, il a sacrifié sa carrière. Gbagbo ne voulait pas sortir de cette manière de la politique. C'est quelque chose qu'on ne vous l'a pas dit. Seul Dieu permet de comprendre ces choses-là. C'est pas de cette manière que Laurent Gbagbo a voulu quitter la scène politique. C'est pas de cette manière que Gbagbo Laurent voulait quitter la scène politique. Il a décidé de se sacrifier et sacrifier cette carrière politique qu'il a construite avec le sang et la sueur, par moments au péril de sa vie. Il a mis dans la balance le choix qu'il a fait en disant « Je vous soutiens ». C'est un message codé. Sortez, prenez la rue jusqu'à ce que ce régime tombe. Il se moque des Ivoiriens en disant « Nous avons maté la résistance à Yamoussoukro, on a ouvert un nouveau bureau de vote à Yamoussoukro ». Jeunes de Yamoussoukro, ils sont combien? Même si on prend l'école de la gendarmerie de Torogwe, ils vont faire descendre les gens de Boaké sur Yamoussoukro. Mais vous avez la possibilité de les bloquer. Vous pouvez le faire. Jeunes de Yamoussoukro, c'est maintenant que le dur commence. Parce que le samedi, il ne doit pas avoir élection à Yamoussoukro. Pas seulement à Yamoussoukro, sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ils ont cru qu'ils ont maté, ça c'est leur chose. Mais si vous laissez quelqu'un comme Ben Soumaoro mourir comme ça, parce que c'est en menant ce combat qu'il a été tué, empoisonné par Ouattara. Si vous acceptez que Soro Guillaume devienne un SDF sans domicile fixe, si vous acceptez que Gbagbo se sacrifie pour rien, si vous acceptez que Tidiane Thiam à son tour devienne un SDF et laissez des PD comme Touré Mamadou, des prostituées comme Anne Ouloto, comme la présidente du Conseil constitutionnel, comme cette époque-là, ministre de la Famille, tous ces raclés, ces ratés, ces voleurs d'Adjoumani et de Patrick Hachi, vous voulez encore qu'ils continuent de vous voler, de vous manipuler? Regardez un peu du côté de Yaoundé. Vous avez commencé la contestation avant Yaoundé. Mais aujourd'hui, Paul Biya est sur le point de tomber. Et une partie de l'armée a commencé à se rallier au peuple. Parce que les Camerounais se sont réveillés comme un volcan endormi. Ils disent non, c'est fini, on n'accepte pas. 40 ans, c'est trop. On ne peut plus accepter. C'est pourquoi je dis ça fait honte. Paul Biya, après quoi? Plus de 40 ans de gestion du pouvoir, tu n'as pas été capable de sécuriser ta victoire. Et maintenant, tu veux voler, tu veux faire fraude jusqu'au point même d'aller proposer la primature. Parce que tu as l'intention de voler les élections. Voilà pourquoi tu vas proposer la primature à celui qui est le véritable gagnant. D'accord? Il y a Mogodé, à l'amour Eric bâtard que tu es. C'est ta mère qui a mis Mogodé. Donc, attendez, il y a tellement de bâtards ici que je dois enlever. Bâtard que vous êtes. Où il est ça? Il y a Mogodé, Mohamed Sissé là. Bâtard là, il faut aller. Donc, il est important. Le jeune de Côte d'Ivoire, le président Gbagbo, je le répète, il a sacrifié sa carrière politique. Parce qu'en disant, je vous soutiens et tout ce que vous faites, je suis avec vous, tout le monde sait que politiquement, il venait de signer son arrêt de mort. Tout le monde le sait. C'est pas un secret. Mais, il appartenait
à des stations comme nous de dire aux jeunes, ne laissez pas ce sacrifice comme une action vaine. Ressaisissez-vous, soyez plus déterminés, soyez plus intelligents, soyez plus préparés, soyez anticipants. Vous anticipez. Vous les voyez venir, vous anticipez. J'insiste. Ils ont les gaz lacrymogènes, vous avez les lance-pierres. Ils ont les gaz lacrymogènes, vous avez les clous pour crever les pneus. Ils ont les gaz lacrymogènes, vous avez les cocktails Molotov, c'est ça? Vous n'avez qu'à jeter ça sur le véhicule, c'est fini, le véhicule brûle et puis comment balade. C'est votre argent, je dis toujours c'est votre argent. Le policier qui conduit là, c'est pas là, son papa. Pendant que vous vivez la disette, la misère, la souffrance, pendant que des Ivoiriens ont accouché sur des tombes dans des cimetières, Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a discrètement, de façon invisible, il a occupé un deuxième palais. Alors que ce palais a été construit comme un musée des présidents. Je dis bien comme musée des présidents. Mais il est tellement mauvais, il est tellement jaloux. Il veut même pas qu'on entende parler des gens comme Oufou et autres. Donc, à faire des musées des présidents, là, lui n'est pas dedans. Il prend et puis il en fait son bureau. Et c'est lui seul qui est là-bas. Comment on peut regarder ça et puis accepter? Parce que dans quelques endroits, ils ont pu tenir 2 ou 3 meetings, ils ont fait croire qu'il y a eu campagne. Mais nous savons bien qu'ils ont fait des campagnes sous des bâches, sous des tentes. On le sait. Parce qu'ils ne pouvaient pas mobiliser du monde. Donc c'est sous les tentes. Vous avez déjà gagné cette victoire. Et aujourd'hui, le monde regarde Ouattara. Donc, Ouattara veut un semblant d'élection et proclamer sa victoire. Et nous savons, c'est pas ces petits candidats ridicules, Simone Gbagbo, Billon et toutes ces cliques et ces claques. Vous croyez que ça c'est campagne, c'est élection que vous avez vu? Non. Mais vous avez encore, même après le samedi, vous avez toujours votre mot à dire. Les gens pensent que après le samedi, c'est fini. Ce sera consommé. Fini, terminé, accepté. Non, 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 non. Tant que Ouattara est au pouvoir, c'est pas fini. Tant que Ouattara est au pouvoir, c'est pas fini. Le sacrifice de Gbagbo ne peut pas être vain. Le sacrifice de Damana Picasse ne peut pas être vain. Pucheri Balé, ça peut pas être vain. Tidia Diam, ça peut pas être vain. Tous ces Ivoiriens qui, à visage découvert, ont dénoncé ce putsch constitutionnel, leur sacrifice ne peut pas être vain. Ouattara doit payer le prix du sang. Le sang des Ivoiriens qu'il a fait couler. Ouattara, je le dis, Ouattara doit payer le prix du sang. Ouattara doit payer le prix du sang. Ouattara doit payer le prix du sang. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juma Mubarak à toutes et à tous. On se passe certainement ce vendredi. Comme on a un perpétuel souci d'électricité, j'ai commandé des onduleurs avec des batteries lithium. Puisque c'est difficile d'avoir du carburant et je ne peux pas, à cause du carburant, j'ai du mal à faire correctement mes interventions. Donc, j'ai déjà passé la commande, je crois que demain matin, ils vont venir installer mes batteries avec mon lithium. Ça coûte une petite fortune, mais j'ai juste besoin de ça parce que on veut travailler. J'ai pas demandé 5 francs à quelqu'un, par la grâce de Dieu, je peux financer mes propres trucs. Donc, à partir de demain, je crois que c'est pas grave, si c'est pas pour mon véhicule seulement m'inquiéter ou bien Gaussou aller à l'école avec sa voiture. Bon, moi, je vais arrêter mes gros, je n'aurai aucun problème avec ça. Hein? Donc, on garde le contact. Merci infiniment à toutes et à tous. Merci à vous.